millions de personnes qui étaient présentes à la fête de l'humain. Un demi-million. Ce l'humain titré le lendemain, c'est la fête qui rend l'espoir à la gauche, parce que effectivement la gauche en France est confrontée à un gouvernement, et je cite, que notre Louis Michel, le père du probable Premier ministre, a dit dans un interview récemment, il n'y a pas d'alternative. Regardez ce qui se passe en France. Même les socialistes prennent les mêmes mesures que nous voulons prendre pour la situation. Alors, Pierre, est-ce que ça veut dire quoi aujourd'hui l'austérité en France? Ça veut dire quoi aujourd'hui la politique made in Hollande, pas d'Irlande, donc Hollande. À toi la parole. Merci à vous de votre invitation. Effectivement, nous assistons depuis 2 ans, depuis l'élection de François Hollande, à la mise en œuvre d'une politique d'austérité extrêmement brutale. Hollande avait été... La majorité des Français qui ont élu François Hollande pensaient en finir avec la politique de Nicolas Sarkozy, et en fait nous assistons depuis 2 ans à la poursuite et à l'amplification de la politique d'austérité. Et Hollande a expliqué au début de son quinquennat qu'il allait pendant 2 ans devoir mener une politique d'austérité très dure, mais qu'ensuite les choses iraient mieux. Aujourd'hui, nous sommes 2 ans après. Le chômage n'a jamais été aussi élevé en France, puisqu'il y a maintenant plus de 5 millions de chômeurs à plein temps ou partiellement en France. Il y a 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ces chiffres sont en constante augmentation. Le nombre d'emplois industriels n'a pas cessé de baisser. Il baisse déjà depuis plus de 10 ans en France, mais cette baisse s'est accélérée encore l'année dernière, et parmi les conflits les plus importants dont vous avez sûrement entendu parler, il y a eu évidemment la situation d'Arcelor, mais il y a beaucoup d'autres choses, et l'événement le plus emblématique a été la vente de l'entreprise Alstom aux Américains de General Electric. Donc on a une situation industrielle très dégradée, et aujourd'hui il n'y a plus de croissance, la demande est moribonde, et tout le monde reconnaît, même ceux qui préconisent de poursuivre les programmes d'austérité, qu'avec ces programmes d'austérité, il n'y a pas de baisse envisageable du chômage avant 2 ans. Et toutes les prévisions le confirment. Cette politique d'austérité, elle est menée, comme le disait Peter au début, au nom d'une théorie simple, qui est la seule manière de restaurer la compétitivité des entreprises, c'est d'abaisser le coût du travail et de soutenir les marges, c'est-à-dire les profits des entreprises. Et François Hollande a fait adopter avec Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, un programme qu'ils appellent le pacte de responsabilité, qui est le plus gros cadeau jamais réalisé en France pour les patrons, puisque ce pacte consiste à distribuer 40 milliards d'euros au patronat français, soi-disant en échange d'augmentation d'emploi, mais les patrons eux-mêmes ne cessent de dire qu'ils ne prendront aucun engagement et qu'il n'y a aucune contrepartie à attendre de ces cadeaux. Donc en ce moment en France, toutes les entreprises touchent un chèque de l'État, qui est ce qu'ils appellent le crédit d'impôt compétitivité. Donc toutes les grandes entreprises touchent un chèque de l'État et continuent leur politique d'écrasement des salaires et de licenciement. Et nous sommes en train de mener cette bataille pour révéler les chiffres entreprise par entreprise. Il y a par exemple les banques françaises ont touché au total
dans l'année 1 milliard d'euros de crédit d'impôt compétitivité. Je rappelle que le plan soi-disant le grand plan jeune dont tu parlais de Juncker pour les jeunes en Europe, c'est 6 milliards pour toute l'Europe. Je rappelle qu'on a donné pour sauver les banques depuis 2008, au total, entre les plans nationaux et les plans européens de soutien aux banques, 5 000 milliards aux banques européennes. Donc on a donné 5 000 milliards aux banques, on prétend résoudre le problème du chômage des jeunes en mettant 6 milliards pour les jeunes, et encore, on n'en a toujours pas vu vraiment la couleur. Mais rien qu'en France, en ce moment, on distribue en crédit impôt compétitivité 1 milliard d'euros pour les banques françaises. Les agences d'intérim françaises, les Manpower, Adecco et tout ça, ont touché, rien que cette année, 800 millions de crédits d'impôt et compétitivité. Et on peut décliner ces chiffres entreprise par entreprise, et c'est partout la même chose. Et partout, nous connaissons des plans de licenciement. Donc cette politique qui est une impasse totale pour le pays, c'est une impasse à court terme parce qu'elle provoque du chômage alors qu'elle est menée prétendument pour améliorer la situation. Elle ne permet pas, contrairement à ce qu'ils nous disent, de réduire les déficits publics, puisque la France vient de reconnaître qu'elle ne réduira pas à 3%, comme elle l'avait dit, les déficits publics de l'État, puisque les recettes fiscales, avec cette explosion du chômage, baissent. Et donc, d'autant qu'on allège les impôts pour les entreprises. Donc, on ne réduit pas les déficits publics en France en ce moment, même avec cette politique d'austérité. Et c'est une politique catastrophique pour l'avenir. Parce que là où il faudrait investir pour l'avenir, investir dans l'éducation, investir dans la transition écologique, investir pour moderniser nos réseaux de fret ferroviaire, où il faudrait investir dans les infrastructures, nous faisons exactement le contraire. Je cite un dernier exemple, mais il y a un rapport parlementaire officiel qui vient d'être publié et qui montre que les sociétés d'autoroutes françaises, les autoroutes ont été privatisées à l'époque de Sarkozy, les sociétés d'autoroutes réalisent des milliards d'euros de bénéfices chaque année extrêmement importants. C'est une espèce de rente qu'il aurait donnée régulièrement. Et nous avons déposé une proposition de loi de nationalisation des sociétés d'autoroutes. En vérité, les sociétés d'autoroutes en France, c'est Eiffage et Vinci, c'est-à-dire deux des plus grands groupes du BTP français et international. Et nous avons déposé ce projet de loi. Il a été repoussé au printemps au Parlement, bien que tout le monde nous ait dit « vous avez raison, c'est un scandale, le niveau des profits des sociétés d'autoroutes ». Mais nous allons continuer à mener cette bataille. Moi, je crois que nous voyons bien que le cœur de la crise, c'est qu'on poursuit les politiques de soutien à la finance et qu'on fait payer l'addition en permanence aux travailleurs. Et tant qu'on continuera ces politiques, nous allons continuer d'enfoncer l'Europe entière, puisque c'est la même politique qui est menée dans tous les pays européens. Nous allons continuer à enfoncer l'Europe entière dans la crise. On nous parle beaucoup de la Chine, de beaucoup de pays, mais je rappelle que tous les pays européens font l'essentiel de leurs échanges avec d'autres pays européens. Donc nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et en tirant toute l'Europe entière dans l'austérité, eh bien nous nous enfonçons tous ensemble. Et ceux qui croyaient que la locomotive allemande allait tirer tout le monde vers le haut, sont en train de déchanter, puisque l'Allemagne elle-même, qui est paraît-il un modèle extraordinaire, l'Allemagne elle-même a maintenant des chiffres négatifs de croissance, parce qu'elle aussi est tirée vers le bas par la pauvreté qui se développe en Allemagne même, chez une grande partie du salariat. Donc cette politique est un échec dramatique. La situation en France est compliquée parce que cette situation économique dramatique et l'absence de résultats provoquent une très grave crise politique. Et on peut le comprendre,
puisque les gens qui ont porté François Hollande au gouvernement, enfin à la présidence de la République, sont des gens qui l'ont fait pour se débarrasser de Sarkozy et de sa politique. Et Hollande, vous savez, il y a deux déclarations qui avaient marqué la campagne électorale de François Hollande, sans lesquelles il n'aurait probablement jamais gagné l'élection présidentielle. C'est qu'il avait dit « mon ennemi c'est la finance », dans un des célèbres discours qu'il avait fait dans la campagne électorale. Et deuxièmement, il avait dit « je renégocierai le pacte budgétaire européen pour ne pas accepter les critères d'austérité européenne ». Il n'a tenu évidemment aucune de ces deux promesses. Non seulement il n'a pas combattu la finance, mais il continue à la servir de plus en plus. Et au lieu de renégocier, il a fait ratifier le pacte budgétaire européen 4 mois après avoir été élu en septembre 2012. Et nous étions parmi les seuls à voter contre la ratification du traité européen. Cette trahison de l'espoir qui avait été créé, elle provoque un phénomène de désarroi chez des millions d'électeurs de gauche, d'électeurs socialistes. Je rappelle qu'il y avait eu, au moment de l'élection présidentielle, une percée très importante de notre candidat, le candidat du Front de gauche, avec 4 millions de voix. Il y avait 11 millions d'électeurs qui, eux, avaient voté François Hollande. Parmi ces 11 millions d'électeurs, il y a aujourd'hui un grand désarroi parce que l'écrasante majorité de ces gens-là ne se reconnaissent absolument pas dans la politique qui est menée par François Hollande. Et François Hollande ne parvient pas à créer la moindre adhésion à sa politique. Et nous sommes dans la situation incroyable où il a nommé, pour accélérer cette politique, Premier ministre, un homme qui s'appelle Manuel Valls. Je rappelle que Manuel Valls, quand il y avait eu les primaires à l'intérieur du Parti socialiste pour désigner le candidat socialiste, avait fait 5% des voix à l'intérieur des socialistes eux-mêmes, parce qu'il était considéré déjà par les socialistes comme beaucoup trop droitier. Il est aujourd'hui le Premier ministre de la France. Et on est dans cette situation incroyable qu'il vient de demander un vote de confiance au Parlement. Il y a 266 députés qui ont voté la confiance au gouvernement de Manuel Valls. Je rappelle que la majorité absolue au Parlement français, c'est 289 voix. Il y a plus de 350 députés socialistes dits de gauche au total, écologistes, socialistes et communistes, les fronts de gauche. Donc il y a plus de 70 députés de gauche qui n'ont pas voté la confiance. Nous avons voté contre la confiance. Les autres, les écologistes et les socialistes qui ne l'ont pas voté, se sont abstenus. Mais c'est une situation dans laquelle aucun Premier ministre, à aucun moment de la Ve République, ne s'est trouvé être majoritaire, en théorie, à l'Assemblée nationale et avoir une minorité de députés qui lui votent la confiance. Mais ça traduit une défiance qui est en vérité ultra-majoritaire dans le pays et ultra-majoritaire chez les électeurs de la gauche française. Ce qui est difficile, c'est que pour le moment, la déception domine et que notre travail est de transformer cette déception en un rassemblement politique offensif. Mais, tu le disais, la fête de l'humanité et ce qui se passe depuis quelques semaines en France montre qu'il y a une situation, je crois, nouvelle qui est en train de se créer. Nous sommes dans un moment politique nouveau et je pense que nous sommes en train de réussir à repasser, après ce moment un peu de dépression politique, nous sommes en train de réussir à repasser à l'offensive. Et le Front de gauche, évidemment, doit jouer un rôle extrêmement important pour ça, en dialoguant avec tous les secteurs qui sont en train de décrocher de la politique gouvernementale. Nous avons un travail de rassemblement très important à faire. Évidemment, il y a des très grands dangers aussi dans cette situation. La droite se sent pousser des ailes pour reprendre la main, et vous avez entendu probablement que notre ancien président de la République, Sarkozy, vient d'annoncer hier qu'il était qu'il voulait être à nouveau dans la course pour la prochaine élection présidentielle, mais le retour de Sarkozy n'est possible
que parce que le gouvernement a tourné le dos à tous les espoirs de changement et Sarkozy essaye d'utiliser cette situation. Et puis il y a le danger de la droite extrême, de la droite populiste de Marine Le Pen, qui utilise cette situation pour exploiter la détresse de beaucoup de travailleurs et pour transformer les immigrés en cause des difficultés rencontrées par les travailleurs et qui de cette manière contribue à exonérer les responsabilités de la finance. Et dans un débat qui a eu lieu à la télévision il y a quelques jours en France, je lui ai dit, vous dites aux travailleurs français, vos ennemis sont les immigrés, nous leur disons, votre ennemi c'est la finance. Et c'est sur ce terrain-là que nous allons avoir à mener la bataille contre la La dernière chose que je veux dire, pour ne pas être trop long, c'est que dans cette bataille que nous menons les uns et les autres, je pense que la question de créer des solidarités européennes, entre forces progressistes européennes, entre travailleurs européens, devient pour chacun d'entre nous indispensable. Parce que nous voyons bien que nous sommes confrontés aux mêmes politiques. Nous sommes confrontés à des adversaires qui, eux, sont très coordonnés au plan européen, se parlent beaucoup, échangent sur leurs expériences, unissent leurs efforts, d'ailleurs s'appuient les uns les autres pour dire « Regardez, on fait ça en France, on fait ça aux Pays-Bas, vous êtes obligés de faire la même chose, mais nous, on nous fait la même chose. On nous dit « Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe là, vous êtes obligés de faire la même chose. » Et je rappelle qu'en Europe, il y a maintenant 12 gouvernements qui sont des gouvernements de coalition entre des forces de droite et des forces social-démocrates qui mènent ces politiques-là. Donc nous avons besoin de solidarité en Europe, de beaucoup plus de solidarité en Europe. Évidemment, nous avons des cultures nationales parfois différentes, nous avons des traditions politiques entre forces progressistes européennes qui sont différentes. Mais je pense que nous devrions mettre d'abord en avant cette cause commune des travailleurs qui ont les mêmes adversaires en face d'eux dans toute l'Europe. Et c'est indispensable de travailler à ça. Par exemple, lors des élections européennes, si le parti de la gauche européenne que je préside a décidé d'avoir un candidat à la présidence de la Commission européenne, en l'occurrence Alexis Tsipras, le leader de la gauche grecque de Syriza, ce n'est pas du tout parce que nous pensions présider la Commission européenne. Nous n'avons pas cette prétention-là et ni cette volonté d'ailleurs, parce qu'il faudrait changer tout le système politique européen, mais parce que nous voulions envoyer un signal de cette nécessité de solidarité, de convergence. Et c'est dans le même esprit que nous allons organiser au printemps prochain à Paris un forum des alternatives européennes. Nous le tiendrons probablement en mai 2015, donc 10 ans après la victoire du non en France au traité constitutionnel européen. Mais ces initiatives-là, il peut y en avoir de beaucoup d'autres sortes et chacun peut prendre ses initiatives. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que nous avons besoin de beaucoup de solidarité les uns avec les autres. Et je pense que notre présence ici, aux uns et aux autres, est aussi un signe de cela. Et nous voyons bien que ça devient possible. Et je le répète, même avec des histoires politiques et des cultures politiques différentes, il faut absolument que nous renforcions cette solidarité face à la finance et face aussi à ceux qui vont utiliser la division des peuples européens comme une arme pour continuer leur politique. Parce que comme ils n'arrivent pas à provoquer l'adhésion des peuples européens, leur arme la plus efficace reste la division de ceux qui sont majoritairement opposés à leur politique. La guerre est aussi une arme qu'ils peuvent utiliser comme nous le voyons en ce moment. Et en France, nous sommes très préoccupés de cela parce que là aussi, c'est quelque chose qui nous préoccupe au plus haut point, mais nous avons le gouvernement le plus guerrier que nous ayons eu depuis longtemps. La France est actuellement engagée dans 10 théâtres d'opérations militaires dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient et
Et à nouveau, comme vous l'avez entendu depuis quelques jours, nous sommes embarqués dans la coalition américaine pour bombarder en Irak, en ne tirant aucune leçon de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Donc il faut faire évidemment œuvre de mobilisation contre ces tentatives guerrières, ces tentatives de division, travailler à la justice sociale, à la solidarité, à la paix et y travailler tous ensemble. Merci.